Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, ça fonctionne. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Laurence Folléa. Je co-dirige la rédaction de Psychologie Magazine, qui est partenaire de cette belle Cité de la Réussite. Parce que le bien-être individuel et le bien-être collectif sont intimement liés, nous en sommes persuadés. Et je pense que vous en êtes tous persuadés aujourd'hui du fait d'être là. C'est un vrai engagement d'être là. Donc vraiment, on vous remercie. Je voulais introduire donc notre thème de débat du jour. Thème vertigineux. Vivre, travailler, s'engager. Comment choisir et partager sa vie. D'ailleurs, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix de s'engager au service d'autrui, pour l'intérêt général, pour le bien commun? C'est une question qu'on posera à nos intervenants tout à l'heure. On va essayer de circonscrire un peu le sujet en 3 temps. Tout d'abord, le déclic. Est-ce qu'il y a un déclic
pour s'engager, qui motive le passage à l'action. Comment naissent la vocation, le sens d'une mission, l'engagement parfois de toute une vie. Les invités qui sont présents ici, vous verrez, sont des engagés, j'allais dire, à plein temps. Est-ce qu'on peut s'engager à mi-temps? Quels sont les moteurs, en définitive, de l'engagement? On va essayer de comprendre ça dans un premier temps avec nos invités. Et puis ensuite, on peut se demander aussi contre quoi il faut lutter pour réussir à s'engager, pour réaliser sa volonté d'aider. Il y a forcément des obstacles. Soi-même, on peut être un obstacle. Il y a la pitié dangereuse, des tentations de charité, de bonne conscience. On va voir un peu comment aussi tous nos invités gèrent ça intérieurement. Et puis il y a les autres, évidemment. Parfois l'ordre établi, parfois l'institution, parfois sa propre famille, qu'il faut sacrifier, peut-être aussi, pour être au service des autres. Et dans un dernier moment, avec évidemment toutes les questions que vous souhaiterez poser à nos invités, on essaiera de voir un petit peu quels sont les bénéfices personnels et collectifs de ces engagements individuels qui vont nous être présentés, racontés aujourd'hui par ceux qui les vivent au quotidien, souvent depuis des années, pour voir un petit peu aussi comment nous, chacun à notre niveau, peut-être on pourrait servir au mieux ce vivre ensemble qu'on appelle tous de nos voeux, dans une période difficile, dans une période de crise, où la précarité s'accroît, où le sentiment de précarité s'accroît aussi. Voilà, comment on peut agir tous, chacun à notre niveau. Déjà, évidemment, en étant là. Et encore une fois, merci beaucoup. Donc, on va accueillir nos 4 acteurs du vivre ensemble pour nous éclairer aujourd'hui. 4 acteurs impliqués, chacun à leur manière, chacun dans un domaine différent. D'abord dans l'art et la musique. J'appelle Zaya Ziouani, chef d'orchestre. Merci Zaya d'être là. Si tu veux pas... non, pardon, tu es là. Ouais. Donc Zaya, que tout le 9-3 connaît sous le nom de la dame d'orchestre, mais que tout le monde entier connaît comme une chef d'orchestre femme, ce qui est assez rare. Et Zaya, qui est très engagée, notamment en Seine-Saint-Denis et à Stein, puisqu'elle a créé là-bas, elle dirige le conservatoire de musique et de danse depuis déjà un certain nombre d'années, 2005, qu'elle a créé très jeune un orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento, qui réunit 70 musiciens, je crois, et qui tourne maintenant dans toute la France et dans tout le monde entier d'ailleurs. Et que c'est quelqu'un qui a grandi à Pantin et qui s'est découvert non seulement une vocation artistique, mais aussi une vocation altruiste. Donc elle nous racontera tout ça. Je crois que le propos de Zaya, c'est de vraiment sensibiliser tous les publics à la découverte, à la promotion de la musique, sans distinction. Donc on peut entendre du Tchaïkovski, souvent encore aujourd'hui, je crois, en bas des bars de HLM, à Stein. Donc merci pour ça. Vous allez nous raconter comment vous avez réussi ce parcours exemplaire. J'accueille ensuite notre deuxième présence féminine, Marie Derain, qui est défenseur des enfants. Marie est adjointe au défenseur des droits, Dominique Baudis, et depuis l'été 2011, donc elle préside aux destinées de la défense des enfants. Elle est chargée de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. Je vois qu'il y a quelques enfants dans la salle, donc si vous avez des questions à lui poser tout à l'heure, n'hésitez pas. Elle est là, profitez-en. C'est elle qui incarne les droits des enfants en France. Marie est juriste de formation. Elle a longtemps travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse pour le ministère de la Justice pendant une quinzaine d'années. Et elle est rentrée dans les années 2000, je crois, pour devenir en 2007 présidente, vous me corrigez si je me trompe, des Scouts et Guides de France, qui apparemment a été une expérience tout à fait initiatique aussi et moteur dans votre volonté de vous engager au service du public et notamment du public mineur. Donc merci d'être là, Marie.
J'accueille ensuite Gérard Beneteau. Gérard Beneteau, connu lui aussi, j'allais dire comme le loup blanc, pardon, comme le curé de Saint-Eustache. Alors, ce sont des expressions un peu médiatiques, mais au moins, ça vous permet de situer. Je pense que tout le monde le connaît. Gérard a été ordonné prêtre à Pontoise en 1975. Puis, il a été enseignant en histoire, plutôt qu'en géographie, parce que si j'ai bien lu ton livre, la géographie, c'était pas trop ton truc. Puis, après avoir été vicaire de Saint-Eustache, ce qui est très rare, paraît-il, dans l'Église, tu en as été nommé curé, donc de 84 à l'an 2000. Puis tu es devenu supérieur général de l'Oratoire de France, qui est une congrégation, j'allais dire, de religieux humanistes, tu me corriges si je me trompe, qui n'ont pas fait le vœu de religion, hein, et que c'est une espèce de think tank de l'Église, on pourrait dire ça comme ça. Tout petit think tank, de 40 membres, hein, je crois. Voilà, qui a publié, j'ai oublié de parler de ton livre aussi, Zaya, qui a publié le journal d'un curé de ville l'année dernière chez Fayard, où il raconte avec humilité et sincérité, parfois drôlerie, tout son parcours. Donc je crois qu'on a parmi nous un prêtre engagé, pas seulement au service de Dieu, mais au service de tous, et notamment des malades du sida, qu'il a accompagné et qu'il accompagne, j'imagine, encore depuis très longtemps, qui a des positions, pour ne pas dire iconoclastes, avant-gardistes dans le monde de l'Église, on en parlera peut-être, et qui est aussi très impliqué, et c'était peut-être ton premier engagement dans une association qui s'appelle l'ARS, qui est une association de recherche sur la sclérose en plaques, hein, on dit sclérose latérale amyotrophique, la SLA, maladie de Charcot, pardonne-moi. Donc voilà, et c'est un homme qui prône, il nous le dira, la fraternité plutôt que la charité. Merci d'être là, Gérard. J'accueille à présent Philippe Lagayette, président de la Fondation de France, depuis 2 ans maintenant. Philippe qui a un parcours tout à fait exemplaire aussi. Et donc on a Zaya qui représente un peu le monde de l'art, Marie qui est dans le monde du service public, on va dire au sens large, et de la justice, Gérard qui est parmi nous un homme de religion, et Philippe qui est un peu le représentant, on va dire, de la société civile, puisque la Fondation de France regroupe énormément d'associations, énormément de talents, de vocations, d'engagés. Donc vous êtes un peu le chef de tous ces engagés, qui sont vous et nous. Peut-être ici dans la salle, d'ailleurs, il y a des gens qui font partie d'associations membres de la Fondation de France, avec un parcours assez atypique, vous aussi, puisque vous êtes ancien élève de Polytechnique et de l'ENA, que vous avez été auprès de Jacques Delors au ministère de l'économie et des finances, que vous avez travaillé comme sous-gouverneur de la Banque de France, et puis que pendant 10 ans, depuis 1998 jusqu'en 2008, si mes fiches sont exactes, vous dirigez les activités de JP Morgan. Donc c'est une banque, je pense que tout le monde en a entendu parler. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle a très bonne presse dans cette salle peut-être, et voilà, et dans le contexte économique actuel où la finance quand même est beaucoup dans le collimateur. Donc c'est intéressant. Vous avez été donc directeur des activités en France, puis pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et vous êtes par ailleurs président de l'Institut des hautes études scientifiques, avec d'autres fonctions associatives, dans une association de recherche sur la maladie d'Alzheimer, et également sur la fondation, la French American Foundation, c'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Donc voilà, un parcours, j'allais dire, de banquier engagé. Donc vous nous raconterez aussi un petit peu comment on passe de l'un à l'autre et comment on vit ça psychiquement, comment on concilie toutes ces vies. Et puis, parmi nous, il y a, je ne sais pas où elle est, Astrid, elle est là, au premier rang, donc qui représente nos amis étudiants qui ont préparé des questions à nos invités. Donc je vous propose tout de suite de démarrer avec une question peut-être un peu personnelle à chacun d'entre vous. Quel a été le déclic pour vous? Quel a été le déclic, Zaya? Est-ce qu'il y a un jour, une personne, un événement, un fait
quelque chose qui vous êtes dit, parce que vous avez eu la vocation de chef d'orchestre très jeune, je crois. Hein, à 13 ans, vous saviez que vous vouliez être chef d'orchestre. Donc déjà, vous vouliez être chef dans la musique. Il y avait quelque chose, il y avait une puissance en vous, une volonté très forte. Mais comment vous êtes passé de cette vocation qui aurait pu rester quelque chose de très individuel et personnel finalement, et voilà, on a une vocation d'artiste et puis on l'exerce, à cette volonté de faire du lien, de créer des passerelles, de créer des ponts entre la musique symphonique, lyrique et des publics qui n'y sont pas du tout préparés, et entre la France et l'Algérie, puisque vous êtes aussi un chef invité avec l'Orchestre symphonique d'Alger. Voilà, est-ce qu'il y a un déclic ou est-ce que c'est un chemin un peu comme ça, petit à petit, sans s'en rendre compte? Comment on devient voilà, d'une vocation d'artiste où on peut se dire que c'est quelque chose de très individualiste quelque part, à une vocation de partage et de partage de la beauté de la musique avec un département qui n'est pas toujours très favorisé, la Seine-Saint-Denis. Oui, en effet, ça fait beaucoup de réponses, en fait, beaucoup de questions surtout. Bonjour à tous. Bah, écoutez, moi, pour ma part, en fait, ce serait peut-être, je serais tentée de dire, une succession de déclics. Et en même temps, le premier a eu lieu quand j'étais très jeune, puisque j'ai grandi dans une famille aimante où mes parents ont eu une présence très importante tout au long de mon enfance et de mes études. Et donc, c'est vrai que ce goût pour la culture, bon, c'est eux qui me l'ont transmis dans un premier temps. Et puis, donc voilà, assez naturellement, j'ai été au conservatoire de musique, mais c'était pas, ça paraît naturel maintenant, c'était pas si évident que ça à l'époque, parce que, voilà, n'ayant pas de parents musiciens, la démarche d'aller au conservatoire de musique, c'était pas forcément quelque chose de très évident, sur des plans très différents. Et donc, s'il y a une conjoncture, en effet, entre mes parents qui ont forcé cette porte, des politiques culturelles qui commençaient à être très dynamiques sur ce département de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc c'est cette conjoncture de plusieurs choses qui ont fait que j'ai pu déjà être inscrite au conservatoire de musique. Et puis ensuite, d'avoir eu la chance d'avoir des professeurs qui ont cru en moi. Alors, ça paraît peut-être aussi un peu simple de le dire, mais à l'époque, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, ma sœur et moi qui avons commencé la musique et mon frère, on devait certainement être les seuls représentants des quartiers populaires et puis surtout ayant des parents immigrés. Donc c'est vrai qu'on aurait pu à l'époque dire, ah bah c'est déjà bien que vous fassiez de la musique. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont cru en moi, qui ont été très très exigeants envers moi. Et c'est ça qui m'a donné pleinement confiance pour continuer à avancer dans mon parcours. Alors c'est vrai que le fait d'avoir pratiqué l'alto, qui est un instrument qu'on retrouve dans l'orchestre, c'est cet instrument qui m'a permis de faire de l'orchestre, de découvrir cet univers et de découvrir ce métier de chef d'orchestre que je rêvais secrètement en effet depuis jeune adolescente de pratiquer. Mais comme beaucoup de métiers où les représentations que l'on voit sont souvent des représentations plutôt masculines et puis de personnes plutôt âgées, c'est vrai que c'était pas forcément évident de s'autoriser à se projeter plus tard autour de ce métier-là. Alors bon, j'ai continué à m'intéresser à ce métier, à me documenter, à étudier des partitions. Et en effet, j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître de la direction d'orchestre, qui était un de mes professeurs, qui s'appelle Sergiu Celibidache, qui était une des grandes figures de la direction d'orchestre du XXe siècle. Et c'était quelqu'un que j'admirais particulièrement et que j'avais pu découvrir aussi avec mes parents, puisqu'on regardait beaucoup des documentaires de musique à la télé. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et donc il a trouvé que j'avais plutôt des bonnes dispositions pour ce métier-là, mais bon, il m'a alerté sur le fait que ça allait être un chemin difficile. Et puis il m'a dit, écoute Zaya, moi je veux bien t'accepter dans ma classe, mais je te préviens, souvent ce qui manque aux femmes, c'est la persévérance. Donc les dernières femmes qui étaient dans ma classe, elles n'ont pas tenu plus de 15 jours. Donc voilà, donc je pense que c'était une façon de m'alerter. Vous avez tenu combien de temps ? Et donc j'ai étudié presque 2 ans avec lui, et puis voilà, puis ensuite je suis sortie nourrie de cet enseignement, de ce précieux enseignement justement de la direction d'orchestre, et je savais très bien qu'à 19-20 ans, j'allais pas être de suite invitée à diriger des grands orchestres, surtout que je me peux spécialiser en plus particulièrement dans le répertoire symphonique, qui est le répertoire des œuvres du 19e, 20e siècle, et qui sont des œuvres qui nécessitent d'avoir des formations instrumentales plutôt imposantes, donc souvent autour de 70, 80, 100, 120 musiciens. Et donc je me suis dit, si je veux pouvoir me prouver à moi-même et prouver surtout au milieu musical que j'étais capable de diriger ces grandes formations, il faut que je fasse mes preuves. Et c'est comme ça que j'ai souhaité
créer l'orchestre symphonique Divertimento. Après, cette création d'orchestre, ce n'était pas uniquement qu'un besoin personnel et qu'une mission personnelle que je m'étais aussi donnée. Je m'étais rendu compte que j'avais grandi à Pantin. J'avais certes eu la chance d'avoir eu des professeurs qui avaient cru en moi, mais en même temps, quand mes parents m'emmenaient au concert, ils m'emmenaient en concert dans les grandes salles à Paris. Et je trouvais ça fort dommage que dans ma ville, dans mon département, il n'y ait pas des moments vraiment de grande qualité artistique où on pouvait découvrir justement des orchestres symphoniques particulièrement. Et puis, j'ai commencé aussi à enseigner. Donc, j'ai enseigné au conservatoire du 9e arrondissement à Paris, et puis dans différents conservatoires de la Seine-Saint-Denis. Et je me rendais compte qu'il y avait des jeunes en région Île-de-France qui étaient tous animés par une passion de la musique, mais qui avaient tous des vies tellement différentes, qui vivaient dans des univers tellement différents et qui ne se rencontraient pas. Et je me dis, c'est pas possible que ça puisse continuer comme ça. Il faut que ces jeunes que je rencontre dans Paris, qui ont en effet un certain confort de vie, puissent aussi se rendre compte de la réalité de vie en Seine-Saint-Denis, puis inversement. Et donc l'orchestre Divertimento, pour moi, c'était un premier lieu de rencontre entre des jeunes qui n'avaient pas du tout les mêmes parcours et qui pouvaient aussi pratiquer ensemble donc déjà la jeteuse de passerelle, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai fait mes études à Pantin, et puis la dernière année de mon lycée, je l'ai fait au lycée Jean Racine, qui est un très beau lycée, comme un lycée prestigieux et beau comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Et en même temps, quand je suis arrivée à ce lycée Racine, à chaque fois, on me renvoyait toujours le fait que c'était un peu étonnant que je sois brillante parce que je venais de la Seine-Saint-Denis. Et je me disais, mais à un moment donné, il faudra bien que cette image-là, on arrive à l'enlever. Et donc, je me suis dit, la musique classique, c'est un milieu qui est tellement exigeant. Et en même temps, je me dis peut-être que d'identifier ce département sur un art qui est aussi exigeant, ça permettra peut-être de changer son image. Certes, il y a toujours des réalités qui sont très difficiles, et ça, on y travaille aussi pour justement faire en sorte que les familles, les enfants, malgré le fait que ces réalités continuent à être difficiles, puissent vivre aussi la musique classique, s'inscrire dans une pratique culturelle. Et donc, ça a été notamment parmi... Un de ces idées-là ont été des vecteurs qui m'ont permis de croire en ce projet et de le développer par la suite. Des moteurs de votre engagement collectif, cette fois. C'est ça, tout à fait. Alors, si je synthétise un petit peu votre propos, donc vous avez eu un maître, donc il y a quand même, ou un professeur, ou il y a quand même quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné suffisamment confiance en vous pour avancer, pour travailler, pour ne pas lâcher, pour vous accrocher. Et puis un contexte, vous dites l'image d'un département où vous avez grandi, que vous aviez envie de réparer peut-être quelque chose. Donc en fait une réalité autour de vous très très vécue, très voilà, qui était là et sur laquelle vous vouliez agir. Est-ce que Marie, quand vous vous êtes engagée comme juriste dans la protection judiciaire de la jeunesse, vous aviez aussi un modèle, quelqu'un qui vous inspirait, ou alors vous étiez révolté peut-être, indigné par une situation que vous aviez connue, dont vous aviez fait l'expérience. Vos moteurs d'engagement à vous, ils se situent où ? Alors moi je dirais, bonjour à tous, je dirais que le premier moteur c'est l'action, parce que j'ai grandi dans une famille où on était très engagé au service du bien commun, à titre de la politique, d'être élu ou bien d'être dans des associations. Et c'est donc naturel que les enfants vivent cette vie-là, et j'ai grandi dans ce contexte-là. L'autre déclic, c'est un déclic bien classique pour qui veut faire du droit et souvent devenir magistrat. C'était une lecture qui est extrêmement classique. Vous allez dire que c'est tout à fait bateau, mais c'était Chien perdu sans collier de Cesbron qui m'a fait découvrir quand j'avais 12 ans et que j'étais opérée de l'appendicite et que je ne pouvais pas partir en vacances au sport d'hiver. Ce juge absolument passionné des enfants et qui, ce jour-là, m'a fait m'intéresser aux enfants et au métier de juge et sans doute au droit très très tôt. Donc je suis partie dans cette direction de faire des études de droit. Et puis une autre rencontre qui est aussi très teintée d'action, et qu'un beau jour, quelqu'un m'a proposé de prendre des responsabilités chez les Scouts de France à l'époque pour m'occuper des enfants de 8-12 ans. J'avais 17 ans. Donc je voyais bien une dimension d'animation sympathique, sauf que j'ai vite découvert derrière qu'en réalité, il y avait un vrai projet éducatif qui plaçait l'éducation, les enfants au cœur de la société comme des acteurs déjà. Ce ne sont pas les citoyens de demain. Et ça rejoint complètement la question des droits de l'enfant qui est ma responsabilité aujourd'hui auprès du défenseur des droits, de se dire les enfants sont à protéger et sont aussi acteurs et doivent l'être dès aujourd'hui. Et vous voyez que là aussi on rejoint cette question de l'action.
Sur l'enjeu des rencontres, c'est effectivement, mon parcours a été jalonné de rencontres tout le temps, celle de Cesbron et du juge des enfants, et puis celle bien plus réelle tout au long de ma vie, a commencé un beau jour par décider de ne pas devenir juge des enfants. Et puis le sort m'y a aidé, puisque je me suis plantée au concours de magistrature dans ma matière de prédilection, qui était le droit pénal, en sortant d'un débat de droit pénal. Donc ça veut sans doute dire que je n'étais pas faite pour ça. Et cet été-là, j'avais rencontré une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse qui m'a parlé de son métier. Et je me suis dit que c'était sans doute dans ce domaine-là que je m'épanouirais davantage. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de travailler en équipe, j'avais envie de travailler avec d'autres, et j'avais aussi envie que mon quotidien professionnel ait un effet direct, ou plus direct en tout cas, que celui d'un magistrat qui prend des décisions et qui voit les enfants au mieux une fois par an, bien souvent tous les 2 ans, et qui prend un certain nombre même de décisions sans les rencontrer. Et je ne m'imaginais pas, je ne me projetais pas dans cette dynamique-là. J'avais aussi fait un stage auprès d'un juge des enfants à Paris, avec qui j'allais passer une journée par semaine comme auditrice stagiaire pendant 6 mois. Et je m'étais rendu compte que ça manquait vraiment d'action, tout ça, et qu'il fallait que je n'étais pas une femme de dossier. Vous me direz, ça a un petit peu changé, et beaucoup plus une femme d'action. Et dans ce sens-là, travailler au quotidien à la protection judiciaire de la jeunesse avec des éducateurs, des psychologues, des psychiatres, des assistants sociaux pour des enfants pour lesquels les magistrats nous confiaient, nous donnaient des décisions pour nous confier les enfants soit dans des hébergements, soit dans des milieux ouverts auprès de leur famille. C'était un métier éminemment d'action et qui pouvait réellement avoir une influence sur les histoires de ces jeunes. Dans les rencontres un peu aussi importantes, ça a été celle de la marginalité, qui m'ont fait m'intéresser assez vite à ceux qui restaient sur le bord du chemin, et en particulier les enfants. Quand je suis entrée à la protection judiciaire de la jeunesse à la fin des années 90, on était à la fois positionnés sur les questions de protection de l'enfance et les questions de délinquance des mineurs. Donc on avait à la fois l'enjeu de protection et plus de sécurité publique, d'ordre public, mais toujours sous couvert d'éducation. Donc c'était cette double, je dirais, ces bords de chemin divers qui m'ont aussi beaucoup attirée. D'accord, donc des rencontres aussi, ça je pense qu'on en fait tous l'expérience, et des gens qui nous donnent envie de bouger, de nous engager. Et puis quelque chose qui s'appelle la vocation, Gérard. Une éducation aussi. Alors, vous, c'est plutôt contre votre éducation que vous vous êtes construit ou... Non, pas vraiment, même si je suis originaire d'une famille modeste de l'Ouest et qui avait effectivement un catholicisme très, très traditionnel et qui a été plus troublé par le concile Cambalé, pour résumer les choses. Mais il baignait quand même chez nous, le fait que, le partage. Voilà, c'était une chose qui allait de soi quand on était chrétien. C'était clair. Donc voilà, j'ai dit à 6 ans à mes parents que je voulais être prêtre sur une chose tout à fait anecdotique, qui était une histoire de costume à l'époque. Bon, et donc je n'ai pas beaucoup porté ça depuis, et j'y suis toujours. Donc les motivations ont quand même changé. Mais je suis frappé parce que vous avez dit en nous accueillant, bien sûr, il y a des rencontres, il y a eu des choses, mais au fond, je ne sais pas très bien pourquoi on ne choisit pas. Je vois bien que mes différents moments dans ce qui passe pour des engagements, en tous les cas, ça a été des réactions à quelque chose. Ma mère est morte d'une SLA, je me suis occupé de la SLA, au moment du sida, le quartier de Saint-Eustache, c'était un quartier où il y avait beaucoup de malades, j'avais plein d'amis qui étaient malades, je me suis engagé dans le sida. Mais pourquoi j'ai eu cette réaction-là? Voilà, ça me paraissait aller de soi. Mais... Quelque chose de l'ordre du destin? Oui, je pense. Ouais. Je pense. Voilà. Et vous, Philippe, votre destinée, la haute finance, elle ne vous emmenait pas spécialement à la Fondation de France. Comment ça s'est passé? Non, mais il y a plusieurs plans. Moi, j'ai un métier. J'ai eu plusieurs métiers. J'ai, disons, travaillé beaucoup pour le gouvernement dans les métiers financiers pendant un certain temps. Puis ensuite, je suis devenu banquier privé. Je le suis toujours, d'ailleurs. C'est un élément que vous n'avez pas mentionné, mais c'est d'une autre banque. C'est plus JP Morgan, c'est Barclays, mais ça continue. Et j'aime bien ces métiers. Je vous expliquerai, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait des mauvaises perceptions.
Alors, par ailleurs, dans mon existence, il y a toujours eu le fait que c'était naturel de s'occuper d'intérêt général de façon privée et que l'État ne devait pas faire tout et réciproquement que c'était quelque chose de normal et presque d'obligatoire pour un individu, s'il en avait la possibilité matérielle, de s'intéresser à des causes d'intérêt général à un niveau beaucoup plus élémentaire. Et alors ça a commencé, moi aussi j'étais scout quand j'étais très jeune, et puis ça n'a pas cessé depuis. Je me suis toujours intéressé à des associations diverses. Alors ça, c'est une constante. Par contre, à quelles associations ou quelles fondations je suis maintenant associé, ça c'est largement le hasard. Un jour, il y a quelqu'un qui s'appelait Marcel Boiteux qui m'a dit, voilà, moi je suis président d'un institut de recherche en mathématiques et en physique théorique, qui est une fondation privée que personne ne connaît en dehors des gens qui sont des chercheurs dans ces domaines-là. J'ai besoin d'un successeur. Est-ce que vous voulez prendre ça? Bon. Alors j'ai regardé, puis j'ai dit bon oui, si vous pensez que ça peut être utile. Pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'était pareil. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la maladie d'Alzheimer et quels étaient les problèmes de la recherche. Et puis la Fondation de France, alors là c'est un peu plus compliqué parce que j'en avais été, quand j'étais à la Caisse des dépôts, j'en avais été le trésorier. J'avais vu que c'était une institution absolument remarquable, mais je n'avais pas programmé du tout le fait que 10 ans plus tard, même 15 ans plus tard, on me propose d'en devenir le président. Alors ça a certainement joué dans ma réponse, parce que je savais ce que c'était, mais ce n'était pas programmé. Simplement, je savais que c'était un endroit dans lequel on pouvait vraiment donner le plus de levier possible à une activité personnelle en faveur de l'intérêt général. Voilà comment ça s'est fait. Mais j'ai toujours concilié ça avec une profession. Donc c'est pas une vocation, c'est plutôt une prise de conscience, de principe qu'il faut s'occuper de l'intérêt général. Une conviction. Une conviction, on peut le dire. Astrid, pour les étudiants, est-ce que tu veux poser une question à nos invités sur leurs engagements, ou est-ce que tu souhaites que je la pose pour toi? Voilà le micro. Merci. Tu peux te présenter en 2 mots. Donc je m'appelle Astrid, j'ai 24 ans, je viens de terminer mes études et je suis là pour représenter le panel étudiant qui aurait plein de questions à vous poser sur le partage, parce qu'en tant que jeunes étudiants et qui veulent s'engager dans l'associatif ou sur d'autres thématiques, on se pose souvent et beaucoup la question de comment on fait, comment on partage tout ça. Et ma question, c'est, vous avez parlé du déclic et de tout ce qui a pu vous amener à vous engager là où vous êtes engagé, mais est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire engager pour vous? Qu'est-ce que concrètement vous pourriez donner comme exemple, ou comme, et cette question c'est pour vous tous, sur votre engagement? Qu'est-ce que c'est être engagé finalement? Alors c'est vrai qu'on a entendu pas mal parler d'indignés, c'est notamment ces dernières années, de révolte, de cris et d'action, mais l'engagement finalement, qu'est-ce que c'est? Être engagé, ça veut dire quoi? Qui veut répondre? Je pense dans la notion d'engagement, enfin, ça veut dire qu'on s'oriente vers un service qu'on doit pouvoir compter sur nous. Voilà, ça peut pas être. Enfin, il me semble pas que l'engagement peut être momentané. Il y a une notion de. On promet quelque chose à ceux vers lesquels on va, me semble-t-il. Enfin. Zaya, tu es d'accord? Ah bah, complètement, oui, je rejoins ça. Après, c'est en effet, c'est s'engager, c'est aussi croire en des valeurs et puis surtout s'y fixer.
Et puis, je pense que moi, c'est ce qui m'a un peu guidée là sur ces 15 dernières années. Et donc, c'est parfois pas toujours évident parce qu'on traverse en effet beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements. Il y a le regard aussi parfois des autres. Et c'est pas toujours évident d'arriver à se repérer. Et donc, voilà, pour moi, c'est en effet d'arriver à tenir ses engagements, c'est de réaliser ce à quoi ce qu'on s'est projeté soi-même, et puis comment on a projeté envers les autres et les personnes qui bénéficient des actions. Alors moi, je sais que quand au départ, j'ai en effet, tout à l'heure, je vous ai parlé de la création de l'Orchestre Divertimento. C'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était créer cet orchestre-là pour permettre à des jeunes musiciens de se rencontrer, de travailler ensemble. Et puis pour moi, c'était aussi surtout d'arriver à maintenant moi-même transmettre, c'est-à-dire la rencontre que j'avais pu avoir avec mes professeurs de musique de conservatoire, avec le grand maître de direction d'orchestre. Donc ce qu'il m'avait transmis, ça m'a permis moi après de concrétiser ma voix, mon parcours, de pouvoir être chef d'orchestre. Et je me dis, n'importe quel enfant en France, et puis particulièrement sur les territoires dans lesquels j'ai grandi, où en effet les réalités étaient souvent difficiles, doit pouvoir aussi avoir la chance d'avoir ces rencontres-là, d'avoir l'accès à la culture, et qu'on ne décide pas à leur place. Et malheureusement, j'ai souvent rencontré, quand j'ai mis en place ce projet-là, c'est souvent aussi des idées reçues, des gens qui ne connaissaient pas trop, en disant oui, mais en Seine-Saint-Denis, la musique classique, les gens, ils n'aiment pas ça, donc c'est même pas nécessaire de s'y engager, de perdre son temps et son énergie à vouloir développer ça, parce que de toute façon, les gens ne sont pas intéressés. Et je disais, mais non, mais c'est pas vrai, on n'a pas le droit de décider à la place des autres, et il faut justement mettre en place ces actions-là, et puis après, les gens seront à même de décider si oui ou non ils n'aiment pas. Alors ça a été long de pouvoir justement convaincre parfois les décideurs politiques, institutionnels, le monde culturel aussi, de faire en sorte que la musique classique, ça pouvait être aussi un vecteur de partage, une culture commune qu'on pouvait partager, et que ça pouvait se réaliser évidemment à la salle Pleyel, à la Cité de la Musique, à l'Opéra de Paris, mais aussi dans des lieux de culture, en Seine-Saint-Denis notamment. Et voilà, donc ça a été un long chemin pour arriver justement à convaincre tout le monde de croire en ça, de donner des moyens, et aussi de convaincre les familles qui étaient autour de moi, à la ville de Stein particulièrement, qui pouvaient aussi s'autoriser à aller fréquenter le conservatoire ou aller dans les concerts. Donc ça a été des actions assez importantes qu'on a menées au sein de structures sociales, éducatives, au sein d'écoles aussi, justement pour présenter la musique classique, expliquer ce que c'était. Et une fois que les gens ont les outils pour la comprendre, ça donnait beaucoup de confiance justement pour que après, les enfants viennent s'inscrire au conservatoire, les familles puissent venir au concert. Et au bout de 15 ans, on arrive maintenant justement à faire des beaux concerts. Hier soir, j'étais en concert à la cathédrale d'Évry. Il y avait 1000 personnes, des gens qui étaient originaires de tout le département de l'Essonne et des quartiers populaires d'Évry particulièrement. Et voilà, on a joué un programme autour de la rencontre musicale entre la France et l'Algérie. Donc il y avait plein de communautés qui étaient représentées. Et je me dis, voilà, hier, je me suis dit, enfin, c'est un des moments qui ont marqué, alors il y en a plein d'autres, à la ville de Stein en janvier aussi, puis dans d'autres moments, mais hier particulièrement, en plus dans un lieu religieux, mais où tout le monde est venu sans se poser de questions, et pour partager un moment autour de la musique classique. C'était quelque chose de fort, et j'espère que justement ça ne deviendra pas que des exceptions, et que petit à petit l'engagement que j'ai eu avec l'orchestre et aussi tous les musiciens qui m'ont accompagné et qui ont cru en ces valeurs-là, parce que c'était pas forcément aisé de réunir autant de personnes, parce que c'est un projet que je pouvais pas porter uniquement toute seule. Et donc voilà, ça a été hier un des témoignages justement de cet engagement depuis si longtemps en fait. Donc c'est vraiment un engagement quotidien de toute votre personne. Marie, c'est ce que vous vivez aussi. On va se poser peut-être la question après avec Philippe qui travaille à côté de ces engagements associatifs. Marie, c'est votre métier d'être engagée au service de tous, au service de l'intérêt général. C'est du plein temps. Alors aujourd'hui, oui, mais j'ai été aussi engagée très très longuement bénévolement, enfin je l'ai dit à travers le scoutisme notamment, mais pas seulement. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire que ça fait 1 an que, sur proposition du défenseur des droits, le Premier ministre en juillet, un petit peu plus d'1 an, en juillet 2011, m'a nommé défenseur des enfants auprès du défenseur des droits. Et je me suis dit, la première chose que je me suis dite, c'est-à-dire qu'on ne réalise jamais tout à fait, d'abord parce que les choses se passent très vite, on ne s'y attend pas du tout, bien évidemment. Moi, j'avais rencontré Dominique Baudis pour lui parler de la protection de l'enfance et de la justice
des mineurs. Donc on n'était pas du tout dans un entretien de recrutement, donc ce qui nous avait d'ailleurs donné une relation très simple et une parole très libérée, en tout cas de ma part. Et puis bon, il est revenu vers moi pour me faire cette proposition. Et j'ai bien réalisé que là, quelque chose allait radicalement changer dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie serait sans doute pour les 6 ans à venir, puisque c'est la durée de la nomination radicalement différente. Et qu'en même temps, je ne voulais pas qu'elle change non plus fondamentalement. C'est-à-dire que j'avais envie de rester moi-même, de garder les points d'équilibre qui, à mon sens, sont très, très importants pour tenir dans la longueur les engagements et ne pas me perdre dans cette nouvelle fonction qui m'est donnée. Moi, j'ai l'impression que je n'ai rien choisi, qu'il y a une congruence, une cohérence de ma vie autour des enfants, autour du droit, autour du bien commun, du don de soi. Mais en même temps, chaque fois, j'ai dit oui. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut dire oui quand on ne choisit pas ? C'est-à-dire se rappeler, quand on s'engage... Enfin, se poser la question quand on s'engage, même si c'est jamais vraiment un choix, en tout cas dans ces fonctions-là, de se dire pour qui on s'engage avant tout, et puis pourquoi aussi, c'est-à-dire avoir une petite lueur comme ça, ou un petit point, un petit phare qui permet de se rappeler pourquoi on fait ça. Alors, et moi, tous les jours, ça me motive quand il y a une réunion avec des associations sur les démantèlements des campements roms qui commencent à 7h le soir. On sait très bien qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Ça, c'était jeudi soir, avec tous les enjeux que vous imaginez derrière, autour des enfants notamment. Voilà, avec des enfants qui dormaient dans la rue pas très loin d'ici, et plein de gens qui passaient devant. Et quelle solution on trouve ? On n'est pas là pour trouver des solutions concrètes, sauf qu'on est là pour soutenir les associations dans leur démarche et pour interpeller les pouvoirs publics avec les moyens de droit qui nous sont offerts aujourd'hui, pour que les décisions qui sont prises, notamment à travers la circulaire, en l'occurrence de la fin du mois d'août, eh bien que ces décisions s'appliquent réellement, au fond, pour un respect de base de la dignité des hommes, des femmes et des enfants. On entend là le travail, hein, on entend la difficulté, on entend le combat, on entend l'action. Gérard, tu as écrit dans ton livre Journal d'un curé de ville, tu donnes les... je tutoie Gérard, on se connaît depuis 20 ans. Ouais. Tu racontes un peu tes moments de découragement, comme tous les hommes de foi et comme tous les hommes qui n'ont pas forcément la foi. Tu doutes, tu es parfois découragé. Tu parles même d'un petit épisode dépressif. Comment quels obstacles il a fallu que tu surmontes, quelles difficultés, finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour te battre, sachant que tu étais porté, que tu as réussi à mobiliser autour de toi énormément de monde, notamment les artistes, au moment de cette épidémie ravageuse de sida, où on sentait que tu étais porté et que tu avais entraîné dans cette prise en charge, dans ce soin apporté aux autres, beaucoup de monde autour de toi. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ton combat ? Disons que quelquefois, oui, certains engagements que j'ai eus fait rencontrer de l'hostilité, une certaine méchanceté. Voilà, même dans le milieu catholique, ça peut arriver. Et ça peut être rude en interne. Donc voilà, c'est parfois... J'avais du mal à comprendre que des évidences, des cohérences n'étaient pas partagées, et où j'avais du mal à comprendre que certaines souffrances n'étaient pas entendues. Voilà, le principe de la part de gens qui, au nom de leurs convictions, devraient les comprendre et les entendre. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout. Après, je ne demande pas qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, mais c'est... Voilà. Et quelquefois, effectivement, ces grands écarts étaient exprimés avec une certaine dureté. Alors, je reprenais un peu plus de Temesta. Merci. Et Philippe, donc cette double vie, est-ce que je peux parler de double vie en parlant de votre parcours ? Comment vous gérez ça ? C'est pas vraiment une double vie, parce que dans une double vie, il y en a en général une des deux qui est cachée, tandis que là, les deux sont connus. Mais sur l'engagement, c'est à distinguer d'une vocation, parce que la vocation,
phénomène que je ne connais pas. C'est quelque chose qui s'impose à l'individu, qui est très fort, tandis que l'engagement, c'est quelque chose que vous choisissez. Et vous pouvez le fractionner, vous pouvez le limiter, vous pouvez l'encadrer, vous pouvez le délimiter. Mais il faut que ça soit, dans ma conception, il faut que ça soit assez précis. Il faut être convaincu, doublement convaincu que ce qu'on va faire est utile et convaincu qu'on a envie de le faire, vraiment convaincu. Il ne faut pas être tiré comme ça sans savoir pourquoi. Alors deuxièmement, il ne faut pas se comporter comme un amateur. Si on est engagé, il faut avoir envie que les choses marchent. C'est pour ça qu'on est là. Il faut qu'on puisse compter sur vous, comme disait le père Beneteau. Et puis alors, je pense qu'il y a une troisième condition, c'est qu'il ne faut pas poursuivre des buts personnels. Ce qui n'est pas la même chose dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, vous voulez réussir pour des raisons personnelles. Vous faites réussir votre entreprise, mais vous faites réussir votre entreprise parce que vous allez en avoir une légitime récompense. Et puis vous cherchez à ce que ça marche le mieux possible. Quand vous êtes dans l'intérêt général, une association, une fondation, je crois qu'il faut être clair sur le fait que c'est l'intérêt de l'organisation qui prime, et vous êtes là pour la servir et non pas pour en tirer des bénéfices personnels. C'est là qu'il y a une certaine différence. Et parmi toutes ces difficultés à vivre cet engagement, et merci pour la définition, effectivement, on voit que du côté de la vocation, on n'a pas forcément le choix, mais que du côté de l'engagement, on est dans un choix conscient, volontaire. Ce qui paraît difficile aussi, et tu en parles dans ton livre aussi, Gérard, c'est le milieu associatif. Finalement, le milieu associatif composé de gens de bonne volonté, prêts à donner du temps d'eux-mêmes au service des autres, c'est souvent un milieu conflictuel, avec des querelles de territoire, de pouvoir. C'est pas si évident que ça, puisqu'on n'est pas entre professionnels. Il ne faut pas d'amateurisme. Comment avec les centaines de milliers de gens qui sont rassemblés dans les associations labellisées Fondation de France, est-ce qu'il y a des règles de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour éviter que les relations dans le travail associatif deviennent parfois aussi problématiques que les relations dans le travail tout court? Je dirais même que le danger, c'est qu'elle le soit plus. Parce que dans le travail tout court, c'est régulé par le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une entreprise. Il faut qu'elle gagne de l'argent, il faut qu'elle vende, il faut que les produits soient bien faits. Et donc, il y a des limites naturelles à l'amateurisme. Et on ne peut pas le tolérer. Les gens qui poursuivraient des buts fantaisistes et trop personnels doivent être écartés, et le sont en général si l'entreprise veut survivre. Tandis que vous avez raison de dire que dans le monde associatif, il y a des risques, parce que la troisième condition que je disais tout à l'heure n'est pas toujours perçue de façon claire. Alors, c'est-à-dire ne pas poursuivre des buts personnels d'abord. Le remède à ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire le fait que même une association qui poursuit des buts très altruistes doit quand même le faire rationnellement, doit quand même s'organiser. Et si vous êtes comme la Fondation de France, une fondation redistributrice, qui redistribue tout son argent, qui ne fait rien elle-même, ça nous amène à être organisés de façon très rigoureuse. Il y a des programmes, il n'y a pas de décision individuelle. Moi, je ne prends aucune décision. Et le directeur général ne prend aucune décision. C'est des comités d'experts qui prennent des décisions dans chacun des 20 programmes. Et quand on lance une action, on fait des appels à projets et on demande aux gens, on les publie largement. En chaque début d'année, vous verrez, si vous allez sur le site de la Fondation de France, vous verrez tous ces appels à projets qui sont expliqués. Et puis, on vous explique comment candidater. Et puis ensuite, ces comités dont j'ai parlé qui prennent la décision. Alors,
il y a toujours, on navigue toujours entre deux risques, entre le risque de décisions fantaisistes et de comportements trop individualistes de gens, et puis l'autre côté, il ne faut pas que ça devienne une bureaucratie et pire que l'administration. Donc il faut être entre les deux et veiller à conserver un certain équilibre. Écoutez ce qu'on vous dit. Parce que les gens commentent, aller faire des évaluations, aller à la rencontre de ceux qui ont été candidats et qui ont réussi, et de ceux qui n'ont pas réussi, savoir pourquoi, savoir ce qu'ils en pensent, savoir si on leur a expliqué. C'est tout ça qu'il faut arriver à faire pour ne pas déraper. Il faut peut-être aussi avoir un peu travaillé sur soi, comme on dit dans mon jargon psychologique. Parce que souvent, quand on s'engage, vous dites on ne peut pas s'engager à des fins personnelles. Mais souvent, le moteur de l'engagement, me semble-t-il, c'est une souffrance personnelle. Les gens engagés dans des associations d'autistes, dans les associations de lutte contre le handicap, dans des associations de lutte contre toute forme de discrimination, bien souvent partent de leur histoire personnelle pour aller vers l'autre. Et notamment, moi, j'ai connu ça dans les associations de lutte contre le sida, où c'était vraiment à fleur de peau, si je puis dire, hein, les relations entre les différentes associations. Et les gens finissaient par s'identifier à leur maladie, et leur combat devenait leur maladie, donc eux-mêmes. Comment Gérard, tu as vu un peu ce milieu se structurer, justement se professionnaliser Comment tu as vécu ça? Comment tu as accompagné ça, le détachement quelque part d'une cause pour laquelle on est quand même personnellement concerné? Comment on peut... Ce que j'ai entendu dans ce que vous avez tous dit au départ, je crois que c'était soit le sens de l'intérêt général, l'idée du partage. C'était quand même une idée assez large au départ. Moi, je dis quelquefois, ce qui m'a préservé de certains problèmes associatifs, je suis un peu multicarte. La SLA, il y a eu le sida, il y a eu un centre social. Et donc, le problème que je vois de certains engagements, c'est qu'ils sont après un drame personnel qui motive quelqu'un à la fois de façon très noble, mais aussi à certains jours de façon parfaitement insupportable, soyons clairs. Et donc, c'est là où je pense, dans l'engagement, il faut avoir des lieux qui permettent de réexaminer un peu ce que l'on fait, pourquoi on le fait, ce qui n'existe pas toujours dans le milieu associatif, il faut bien dire. Pardon, ni toujours dans l'administration, Marie? Alors, le caractère d'autorité constitutionnelle, justement, nous décale de cette question d'administration. Nous ne sommes pas une administration dans notre fonctionnement. Vous êtes indépendant. Oui, et il faut qu'on se garde surtout de devenir une administration, parce que, vous l'avez dit, sinon on perdra le cœur de la mission de cette nouvelle institution qui est le Défenseur des droits. Et justement, le Défenseur des droits réunit 4 autorités indépendantes. Je ne vais pas vous faire un long cours, mais simplement rappeler que c'est l'ancien médiateur de la République, l'ancienne Défenseur des enfants, même si on a gardé le titre, l'ancienne Haute Autorité de lutte contre les discriminations et l'ancienne Commission nationale de déontologie des forces de sécurité. Et sur le modèle de ce qui se passait à la HALD, à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, justement, c'est intéressant de voir comment se rencontraient le monde des associations et le monde d'une autorité indépendante, et comment, par ces rencontres, ce dialogue, on arrivait à produire un cadre de droit, du droit, qui a fait très très clairement changer un certain nombre de questions autour des discriminations. Je ne vais pas non plus vous déterminer les domaines et les critères, mais la question des grossesses dans le monde du travail, la question du handicap, la question des origines, etc., où les choses ont évolué à partir du moment où, avec les associations, on a repéré les difficultés. On est allé solliciter, enfin ils sont allés, puisque je n'étais pas du tout dans ce champ-là, mais on pourrait faire la démonstration avec les centres de rétention administratifs et la présence d'enfants dans les centres de rétention administratifs, où on constate, on a le pouvoir d'aller voir dans certains lieux, ce qui était le cas de la HALD, ce qui est le cas aujourd'hui du Défenseur des droits, de constater qu'il y a une difficulté et d'interpeller ensuite les autorités décideuses, les autorités publiques la plupart du temps, pour dire quels sont ces dysfonctionnements, envisager comment les faire évoluer et faire évoluer le droit. C'est aussi ça
qui fait bouger les lignes et qui nous permet, nous, de remplir la mission. Donc c'est à la fois l'importance de comprendre les problèmes, donc d'être avec des gens qui sont directement concernés, vous le dites, les associations, et puis à la fois la volonté de faire bouger les lignes, de faire changer le droit, puisque c'est aussi évidemment parce que les textes bougent qu'il existe des droits et que ces droits sont garantis. Vous vouliez préciser quelque chose? Non, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Quand je dis il ne faut pas que ce soit... faut pas vouloir en retirer des avantages personnels en termes de pouvoir. Je ne dis pas du tout que les gens ne sont pas motivés pour des raisons personnelles. Bien sûr, en général, souvent il y a une motivation personnelle. C'est ça qui a fait bouger la personne parce qu'elle s'est intéressée à quelque chose ou elle a été indignée par quelque chose. Donc, dans l'engagement, la personne s'engage. Mais il ne faut pas vouloir en retirer des avantages pour soi. Voilà, c'est ce que je... Merci. Astrid, tu voulais poser peut-être une autre question au nom du panel étudiant? Non, ça va? D'accord. Alors justement, je voulais mettre un petit peu le doigt sur des choses peut-être qui fâchent, je ne sais pas. En tout cas, ne pas être dans la contemplation de vos parcours, parce que forcément, tous vos parcours si différents provoquent irrémédiablement l'admiration, le respect. Voilà, vous êtes des exemples, hein, il faut le savoir, malgré votre modestie sans doute. Vous êtes des exemples pour nous, je pense pour tout le monde dans la salle. Et je voudrais que vous ayez l'honnêteté de nous dire, chacun l'un après l'autre, ce que ça vous fait. C'est quoi les bénéfices de vos engagements? Parce qu'on peut, évidemment, c'est désintéressé, on a bien compris, je crois, cette démarche, mais en même temps, ça doit renforcer l'estime de soi, ça doit donner peut-être de la force. Qu'est-ce que ça fait de faire œuvre utile, personnellement? C'est une bonne question. De se sentir utile, c'est déjà important. Parce que c'est vrai que moi, je me suis beaucoup posé la question quand je me suis engagée dans mon activité d'artiste, de me dire, mais un artiste dans la société, à quoi il sert en fait? Bon, alors c'est vrai que quand on est adolescent ou jeune adulte, on se pose souvent beaucoup de questions. C'est une période de sa vie où voilà, il y a plein d'incertitudes qui se présentent, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se repérer. Et donc voilà, moi ce métier de chef d'orchestre, c'était quelque chose que je voulais faire pour le travail artistique que ça représentait. Alors c'est vrai que ce métier en lui-même, c'est un métier dans lequel on a un sentiment fort de pouvoir en effet, mais aussi beaucoup de responsabilités, évidemment artistiques, aussi humaines, hein, parce qu'il faut gérer des sensibilités d'artistes qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Et puis j'avais envie de me dire comment est-ce que je pouvais, moi, me rendre utile dans la société avec ce métier de chef d'orchestre. C'est aussi pour ça que le métier de musicien est un métier où justement on bénéficie d'une polyvalence artistique et pédagogique. Donc c'est comme ça que je me suis aussi orientée moi dans ces actions pédagogiques justement, en mettant en place des dispositifs pédagogiques en direction des enfants issus de pas mal de territoires qui sont éligibles à la politique de la ville. Donc c'est essentiellement en effet en banlieue. Et puis en étant directrice du conservatoire de la ville de Stein. Et puis c'est vrai qu'en voyant petit à petit les familles, les enfants venir au conservatoire, venir fréquenter les concerts, ces dispositifs-là, et de voir en effet, surtout pour les jeunes, comment ça avait impacté sur leur parcours. Et surtout quand ils me disent, mais Zaya, maintenant qu'on fait de la musique, déjà on se sent plus en confiance et les gens nous regardent autrement. Et donc de voir justement voir comment ça a impacté, qu'ils se soient fait confiance en eux-mêmes, et qu'après ça les aide justement à pouvoir avancer. Alors tous ne peuvent pas avoir parfois réussir souvent de grandes études, mais pour beaucoup ça les empêche aussi de s'effondrer, et c'est quelque chose d'important. Et donc d'avoir les familles qui sont reconnaissantes de fait de les avoir respectés, considérés, avoir respecté leur choix. C'est vrai que ça encourage aussi pour continuer la démarche. Et donc voilà. Donc moi j'ai plein d'activités professionnelles qui me permettent de vivre des choses différentes. Et donc justement d'avoir ce retour aussi, c'est important pour pouvoir continuer à avoir cette réflexion, de savoir ce pourquoi on continue à s'engager, et surtout de travailler sur le contenu des actions.
Est-ce qu'on peut donner sans attendre en retour, Gérard, j'imagine que c'est une question à laquelle tu as pas mal réfléchi, le don sans contre-don, comme disait notre ami Marcel Mauss. Est-ce que c'est quelque chose de possible pour toi? Est-ce que tu as le sentiment quand même d'avoir nourri quelque part une satisfaction personnelle? J'ai dit au départ qu'il y avait une partie du hasard qui faisait qu'on s'engageait, qu'on était réactif à des choses. J'ai envie de dire que le sentiment d'être utile, qui est un sentiment, oui, que j'ai éprouvé, c'est une grande chance. C'est une grande chance. Je suis maintenant dans des écoles, j'accompagne des jeunes qui cherchent, et il n'y a rien de plus terrible que ceux qui se sentent totalement inutiles, et on ne sait pas très bien comment on peut les aider. Il y a plein d'autres gens qui ne savent pas très bien à quoi ils sont utiles. Alors c'est une immense chance pour s'endormir le soir, je pense. Marie, tu veux réagir? Vous voulez, pardon. Moi, c'est clairement aussi la question d'être utile, de rendre le monde un peu meilleur, comme dit quelqu'un qui s'appelle Baden-Powell et qui est fondateur du scoutisme. Et ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie professionnelle, et c'est sans doute d'ailleurs intéressant de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que même si on est engagé un peu par nature, on a une ligne tracée comme ça, et on a que des satisfactions et que du bonheur dans tout ce qu'on fait. Moi, au ministère de la Justice et à la protection judiciaire de la jeunesse, j'ai eu des vrais moments de passage à vide où justement je me suis rendu compte, alors pas très longtemps, mais en tout cas 3 années très clairement, où je me suis rendu compte que la question d'être utile et vraiment de faire un métier qui a un impact direct de changement était important. Alors évidemment, aujourd'hui, je fais ça presque tous les jours. Je rencontre des tas de personnes engagées qui le font aussi, qui sont intéressantes, et que sur des sujets intéressants. La satisfaction, elle est là, bien sûr, déjà. Et puis il y a la reconnaissance. Enfin, vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, cher ami, et de l'Ordre du Mérite aussi. Zaya, vous avez reçu aussi une médaille de la République française, 2 même, pardon. Voilà, quand on est désintéressé, comment on vit ça aussi, cette reconnaissance-là? Non, mais c'est sûr qu'il y a de la reconnaissance, et il n'y a pas à la bouder. Mais je voudrais dire un mot sur l'utilité, puisque ça, on le ressent tous. Et il y a aussi une autre manière de le voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a le sentiment d'inutilité. C'est terrible. La Fondation de France fait chaque année une enquête sur la solitude, et qui sort au mois de juin, qui montre, entre parenthèses, que la solitude en France est en progression actuellement. Mais une des choses qui caractérise le plus la solitude, c'est quand les gens ont l'impression d'être inutiles. La solitude, c'est pas « je ne peux compter sur personne », c'est « personne ne compte sur moi ». Et vous avez aussi une autre image de ça, qui est parfois des gens en retraite vivent très très mal le passage brutal du fait qu'ils étaient utiles parce qu'ils avaient une profession, ils avaient un métier, et puis brutalement il n'y a plus rien, ils ont le sentiment de ne plus être utiles à rien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bord, et le fait d'être utile à quelque chose, c'est un sentiment très fort et très, très important et très valorisant. Alors, il y en a un autre aussi qu'on ressent plus ou moins, c'est d'aimer que les choses marchent. Alors ça, il y a des tempéraments comme ça. Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien que les choses marchent. J'aime pas les choses qui marchent pas. Et donc, si je peux contribuer à ce que des choses marchent, je suis très content. Puis il y a une troisième récompense quand vous faites ça, c'est que ça vous fait rencontrer des gens formidables. Parce que c'est des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui se battent, qui sont sans arrêt en train de chercher de l'argent, en train de chercher d'autres qui vont travailler avec eux. Et il y a une qualité humaine dont vous profitez quand vous êtes simplement dans une relation avec eux. Les vertus du partage. Donc je vais donner la parole à la salle. Pardon, je vous vois depuis un petit moment, mais j'ai une lumière dans les yeux, donc j'avais un peu de mal. Si vous voulez bien amener un micro à la dame là-bas qui est en vert, et puis ensuite vous, monsieur. Donc des gens qui ont le sentiment d'être utiles. Bonjour.
Non? Oui. Si, ça y est. Ça y est, ça va. Bonjour, alors je suis ravie de voir des femmes parce que ça fait 2 jours que je suis là et j'ai pas encore vu beaucoup de femmes sur la scène, donc déjà je suis très contente. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ensuite, je regrette par contre qu'il n'y ait pas de chef d'entreprise. Il y a un chef d'orchestre femme, mais pas de chef d'entreprise et que, une fois de plus, on oppose un petit peu le monde associatif au monde de l'entreprise et qu'il y a bien des entreprises dans lesquelles on peut vivre, travailler, s'engager, qui peuvent avoir un projet social, qui peuvent avoir un projet qui concerne l'ensemble de l'humanité et qu'on devrait en parler. Et moi, je m'attendais un peu plus dans ce débat à entendre des gens comme moi, enfin, qui sont ni prêtres, ni chefs d'orchestre, pas exceptionnels, mais des gens simples qui s'engagent au quotidien et qui essayent au quotidien de faire des choses concrètes et qui sont belles, même dans une entreprise. Merci pour votre intervention. Donc, je rappelle juste que Philippe Lagayette a été chef d'entreprise. Voilà, si vous voulez raconter un tout petit peu comment on concilie les objectifs de rentabilité, de performance avec peut-être une vision plus partageuse et généreuse des choses, y compris dans le monde de l'entreprise. Non, mais vous avez bien entendu. L'entreprise, elle est dans son environnement et on s'en aperçoit de plus en plus. Et bien sûr, ses objectifs premiers sont de produire et de vendre, mais elle ne peut pas se détacher de l'environnement dans lequel elle est obligée de, je dirais, c'est presque une question presque vitale d'être bien positionnée dans son environnement. Et il y a des gens, des entreprises qui s'impliquent là-dedans. Donc il y a des choses formidables à faire. Tout ce qui, dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant de mots pompeux, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, il se fait des choses tout à fait remarquables et qui touche à l'intérêt général. Alors moi, il se trouve qu'en plus, j'ai dirigé une entreprise qui s'appelle la Caisse des dépôts et qui est tout à fait impliquée là-dedans, plus qu'une entreprise normale, parce qu'elle est aussi partie de l'État et à ce titre, elle consacre des fonds et beaucoup d'énergie à des politiques publiques telles que la politique de la ville et des politiques sociales. Donc j'ai également vu ça de près et je confirme tout à fait que dans le cadre de l'entreprise, on peut s'engager et on peut faire énormément de choses utiles, en ajoutant que l'intérêt mutuel des entreprises et des salariés de plus en plus, c'est qu'ils coopèrent, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage dans des actions que ses salariés ont choisies et dans lesquelles eux-mêmes s'engagent. Oui, tous les systèmes de participation, notamment, qui sont en train de se développer, d'actionnariat salarié, etc., sont des choses qui participent, nous semble-t-il, au partage. On reviendra sur votre remarque sur nos parcours extraordinaires de nos invités, parce qu'avant d'être des gens extraordinaires, je pense qu'ils ont été des gens ordinaires, et que voilà, c'est aussi pour ça qu'ils sont là, pour nous dire que nous tous ici, on peut s'engager, vivre, travailler et choisir de s'engager à temps plein, à temps partiel, parfois, au service d'autrui. Il y avait une autre question, monsieur en jaune, au 4e rang. Bonjour, j'ai une question pour monsieur Lagayette. Que pensez-vous du proverbe qui dit « Quand on aide quelqu'un, il ne faut jamais faire plus de 55% du chemin ». Je pense à la Fondation de France et dans les actions qu'elle mène. Je crois que vis-à-vis des associations, les personnes aidées s'impliquent énormément aussi. Oui, 55%, je ne sais pas si c'est un proverbe thaïlandais ou philippin, mais en tout cas, il est évident qu'il y a un autre proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » et qui reste totalement vrai. Et notre pratique et expérience constante, c'est que c'est quelque chose qui vient en plus.
et qui aident des associations qui sont toujours l'instrument d'action qui elles-mêmes existent d'abord et sans nous et tiennent la route toutes seules. Ce qu'on va leur donner, c'est un surcroît, un moyen de développer des nouveaux projets plus innovants, etc. Mais ils existent d'abord, tout seuls. Il y a une autre question, au troisième rang. Bonjour, moi j'ai une question pour Gérard Beneteau. C'est une question très simple, peut-être que la réponse est un petit peu plus compliquée. On vit dans un monde où de moins en moins de gens s'engagent dans la religion. Pourtant, la quête de spiritualité, la quête de sens est forte. Qu'est-ce qui ferait que les gens pourraient s'engager de nouveau dans la religion catholique ? Bon. J'ai envie de dire que les religions et la religion catholique, enfin, en ce moment, ne donnent pas toujours la meilleure image d'elle-même. Il se trouve que dans le petit extrait qu'on voyait en arrivant, je voyais le cardinal Lustiger qui disait, et alors, je ne sais pas de quoi il parlait, on pourrait même tout faire sauter. Et ça m'a fait penser qu'effectivement, la religion, aujourd'hui, quelquefois, conduit, je ne pense pas que c'est de ça qu'il parle, mais conduit à faire sauter bien des choses. J'ai grandi dans un monde où le christianisme était présent. Ce christianisme, à 66 ans, je dis souvent que c'est un pari sur l'avenir, une espérance pour demain et une manière d'être avec les autres pour aujourd'hui. C'est indissociable. Et je pense que pour ce qui concerne moi la religion catholique, chrétienne, on ne pourra convaincre, je ne sais pas, témoigner plus largement que si on est clairement solidaire, fraternel, et ce que nous ne sommes pas assez. Moi, j'ai eu la chance, j'étais à Saint-Eustache, je suis arrivé, la soupe populaire, elle existait, elle existe encore. Et quand il y a une soupe populaire à la porte d'une église, au moins, on n'a pas besoin de faire un discours pour expliquer ce qu'on essaye de faire à l'intérieur. J'ai eu cette grande chance-là. Mais je ne crois pas que... on arrive dans un monde qui est un peu de crispation identitaire, où on affirme d'abord, j'allais dire, plus son petit champ que l'intérêt pour les autres. J'espère que les religions, et le christianisme en particulier, mais c'est pas pour tout de suite à mon avis, va redécouvrir vraiment qu'on ne peut pas... Une phrase de Saint Jean qui dit « Celui qui dit j'aime Dieu, qui n'aime pas son frère est un menteur ». Je ne pense pas que ça saute toujours à la vue dans toute une approche des chrétiens et dans la société d'aujourd'hui. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'à la fois, on a l'impression que l'Église s'éloigne des réalités, des personnes, de leur itinéraire de vie, de leur complexité. Et puis, il y a tous ces gens qui sont engagés encore aujourd'hui dans des tas de mouvements, ATD Quart Monde, Emmaüs, etc., les Restos du Cœur, qui sont pour la plupart des cathos, mais qui ne pratiquent plus. C'est comme ça. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui qui ne rend pas les choses très simples. Alors, je suis un peu pessimiste, parce qu'il y a un désir de spiritualité, mais en même temps, j'ai l'impression que ceux qui cherchent Dieu, pour la plupart, ils cherchent un Dieu, mais alors un vrai Dieu, don de Dieu, comme aurait dit Clavel, qui vraiment a tous les droits, peut tout diriger de votre vie, la juger à l'arrivée, vous n'avez rien à comprendre, c'est lui qui décide. Et donc, le christianisme, c'est une idée bizarre, c'est notre foi, c'est un Dieu qui se fait homme et qui partage la faiblesse humaine. Alors, je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui, c'est la première chose qu'on cherche, cette espèce de faiblesse partagée. Voilà. Je le regrette, mais bon, ça aura de l'avenir. Merci Gérard. Et en même temps, on n'a jamais entendu parler de cette notion de vivre ensemble. C'est devenu presque une tarte à la crème, cette expression. On redécouvre le contrat social de notre ami Rousseau. On sent bien cette aspiration à être dans le nous plutôt que dans le je. À Psychologie Magazine, on en parle très souvent, parce qu'on est un journal de l'individu tourné vers les autres, et on voit bien à quel point être tourné vers les autres, ça nous épanouit, et tout ce que ça nous apporte, et comment on se nourrit les uns les autres.
C'est une phrase de Paul Ricoeur, du philosophe que tu cites dans ton livre, Gérard, qui est « L'objet de notre responsabilité, c'est le fragile ». Je trouve que c'est une phrase tout à fait magnifique, puisque chacun mettra sous ce mot de fragile ce qui le touchera lui et lui permettra de passer peut-être à l'action. Il y a d'autres questions dans la salle, parce que j'avais envie de demander... Ah ben alors, allons-y, premier rang. Ah. Bonjour. Quand je relis le thème de la conférence, je vois vivre, travailler, s'engager. Comment choisir et partager sa vie? J'avais juste une question assez simple, c'est comment, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Lagayette, de l'engagement qui est différent de la conviction ou de la vocation. Comment on arrive justement à concilier vie de famille, engagement et monde associatif? Alors vous m'enlevez la question de la bouche, puisque Merci. j'allais demander à chacun de nos intervenants de nous donner un conseil ou deux, quelque chose de concret qui puisse nous permettre à chacun, à notre niveau, de participer à ce contrat social et de nous sentir utiles. Avant, pardon, Astrid, je crois qu'il y avait encore une question au nom des étudiants. Excusez-moi. En fait, c'était exactement la même question, sauf que j'aurais rajouté quelque chose. C'est comment est-ce que donc on arrive à concilier avec vie privée, vie professionnelle et engagement associatif ou pas associatif. Et ensuite, est-ce que cet engagement, vous avez le sentiment que ça vous permet de remplir votre vie? Parce que forcément, on fait une montagne de choses, plus que des personnes qui ne s'engagent pas forcément. Et est-ce que les deux, le fait de réussir à concilier sa vie privée et le fait de chercher ou ne pas chercher à remplir sa vie, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on fait? Qui veut commencer? S'il y avait 2-3 conseils, imaginons, je suis une mère de famille qui travaille avec des horaires imposés, une énergie pas toujours décuplée. Où est-ce que je m'engage? Comment je m'engage? Est-ce que je commence avec les voisins? Est-ce que comment on fait pour se sentir, en tout cas, dans la dynamique de l'engagement, malgré toutes les contraintes du quotidien? Je ne vais pas tout à fait répondre à votre question précise, Laurence, parce que je n'ai pas encore d'enfants. Et puis surtout, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, mon engagement il se situe aussi dans mon investissement, évidemment professionnel, mais en tout cas dans mon domaine musical. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps en dehors de chez moi, donc pour travailler avec mon orchestre, pour réfléchir justement aux actions qu'on veut mener et que je porte justement en direction des enfants de ces territoires sur lesquels notre action est pleinement ancrée. Donc après, c'est vrai qu'il y a... Enfin, pour ma part, ma mère, elle est présente dans la salle, donc elle pourra vous dire que, en tout cas en témoigner, que c'est vrai que la vie privée, elle est pas très importante. Elle est... Pendant longtemps, d'ailleurs, je me suis souvent dit qu'à partir du moment où je réussissais dans la musique et que je vivais ma musique, que ma vie privée était réussie aussi. J'ai eu la chance entre-temps, en tout cas, je passe beaucoup de temps avec le temps que je peux avec ma famille, puis de rencontrer aussi mon mari. Donc ça m'a donné aussi une autre vision de la vie, que c'est important aussi d'accorder du temps pour ses proches. Donc j'essaye de le faire aussi. La chance, c'est que comme je dirige moi-même deux institutions, donc j'ai beaucoup d'engagement, mais j'ai en même temps aussi une certaine liberté de mon emploi du temps qui me permet de pouvoir... aménagé, mais c'est vrai qu'entre mes occupations ici en France, à l'étranger, il faut être bien manier justement l'emploi du temps, être efficace dans son travail aussi. Malheureusement, on n'aura pas encore une 25e heure dans notre journée prochainement, donc il a fallu apprendre à justement donner aussi des priorités, et que parfois ça m'est arrivé d'avoir eu des sollicitations soit au niveau de l'État ou de grandes entreprises ou pour des grands projets, et on me disait mais pourquoi tu les honores pas, mais j'avais déjà pris par ailleurs des engagements, ou que les actions que je dois apporter elles sont importantes aussi, et c'est pas forcément ce qui est le plus prestigieux qui doit primer ou le plus mais c'est ce en quoi on croit vraiment, qui doit être. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de toujours garder ses valeurs, et puis de garder cet objectif là, c'est quelque chose d'important et qui permet parfois de pouvoir prendre des décisions quand le temps manque, en effet.
Voilà. Donc le temps, gérer son temps, gérer ses priorités, même si pour certains c'est dans l'autre sens. C'est apprendre, vous, c'est apprendre à dire non. Peut-être pour d'autres, c'est apprendre à dire oui, renoncer pour mettre un peu de temps au profit d'autrui. Marie, comment vous gérez votre temps? Quels conseils vous donneriez? Une question d'équilibre, alors de temps ou de priorité, vous l'avez dit, Zaya. Moi, je crois qu'il y a aussi des équilibres d'une vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et on n'a pas tout au même moment. Et il y a des moments où, sans doute, la vie professionnelle doit être mise un petit peu en sourdine quand c'est dans ce lieu-là où on passe le plus de temps et où on est le plus engagé. Moi, je crois évidemment que quand on veut fonder une famille, là aussi, on s'engage à quelque chose et que la priorité, à un moment, est de ce côté-là. Et qu'il faut savoir voilà, trouver les équilibres. Et après, cet engagement pris, là aussi, il faut tenir des choses. Pas de réunion qui démarre après 17 heures par principe, sauf exception. Et puis des moments où on ne lâche pas les vacances, où on ne lâche pas les bons week-ends. Et puis se tenir à ça. Voilà. Moi, je crois qu'il y a une rigueur aussi de ce côté-là. Du coup, ça fait un peu... justement une partition un peu complexe pour être dans le monde musical, mais il faut être hyper organisé. Et puis après, il y a des choses... voilà, moi, à la maison, il n'y a pas de télévision. Et ben, par exemple, on gagne beaucoup de temps comme ça. Mais en même temps, pour moi, la culture, c'est super important. Et donc, il faut aussi caser des créneaux de musique, de musée, de lecture. Voilà, donc c'est sans être organisé toujours au cordeau, parce que sinon la vie perd de son charme. C'est vrai que ça demande une certaine rigueur. Et puis moi, j'ai un petit secret, c'est que depuis très longtemps, je suis une petite dormeuse. C'est-à-dire qu'il m'arrive exceptionnellement de dormir plus de 6 heures par nuit. Donc forcément, de ce fait-là, longtemps je me suis battue, parce que je rêvais de dormir beaucoup. Et puis le jour où j'ai réalisé que ça servait à rien, autant le rentabiliser. Bon, voilà, par exemple, c'est une vraie chance quand même. Et je voudrais revenir sur l'engagement du quotidien, et notamment dans le monde de l'entreprise, parce que je suis d'accord avec vous. On oppose très très souvent les engagements, et là aussi c'est des questions d'équilibre assez fortes, les engagements extérieurs et les engagements de proximité dans son travail, dans son quartier, dans son immeuble, dans sa famille. Et c'est je crois, regrettable, parce que vraiment je suis convaincue, et je pense qu'il faut y inciter les enfants très fortement à être sur ce registre des petits pas, des engagements du quotidien qui, multipliés, font grandement avancer les choses, et en particulier dans le monde de l'entreprise. Moi, je ne trouvais rien de plus désespérant, à un moment donné de ma carrière, je le disais tout à l'heure, au ministère de la Justice, où, dans le service, au nom d'un nouveau projet mal porté, tout le monde baissait les bras, alors que si chacun s'était senti interpellé sur sa responsabilité personnelle à faire en sorte que ça fonctionne, eh bien, ça aurait pu fonctionner. Et voilà, donc je suis d'accord avec vous, l'engagement du quotidien a une force, et en particulier au travail, considérable. Philippe, peut-être sur cette notion du temps qui est assez cruciale en ce moment, à l'heure où tout va très 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 vite, comment on prend le temps ? Comment vous, dans votre carrière, qui devait être aussi à 100 à l'heure, en tant que banquier, que personne de la haute finance, vous avez pris le temps? Ça dépend des moments d'abord. Il y a des moments où la profession vous laisse plus de temps, des moments où vous en laisse moins. Même chose pour la famille, quand vos enfants sont élevés, quand même, ça dégage du temps. Donc il faut être assez pragmatique dans tout ça et savoir s'adapter. Je dirais, il y a une règle, c'est de ne pas se mettre, de pas se laisser dépasser. Parce qu'à ce moment-là, c'est la panique et alors on ne fait plus rien de bien. Donc il faut essayer de garder un petit peu d'eau sous la quille et avoir des priorités. Moi, j'ai toujours eu une priorité, par exemple, c'est faire du sport. Parce que je me suis toujours dit, la première chose pour faire ça, c'est d'être en bonne forme. Parce que si on n'est plus en bonne forme, alors tout s'en va. Et l'esprit non plus ne tourne plus bien. Et donc voilà, j'ai toujours mis ça en priorité, même parfois au détriment de choses qui étaient pourtant urgentes. Puis alors il y a enfin un autre point, c'est que
on ne s'en rend pas compte, mais je ne sais plus qui disait, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui traitent les affaires importantes et il y a les gens qui traitent les affaires urgentes. Et il faut absolument appartenir à la première catégorie. Ce qui ne veut pas dire laisser aller à volo des choses qui vont vous créer un désordre. Mais quand même, hiérarchiser et s'occuper d'abord des affaires importantes. Alors voilà, je dis tout ça, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas impossible. Alors il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a une amélioration des rendements. Quand on est un peu sous pression, qu'on a pas mal de choses à faire, on les fait mieux. Même vis-à-vis de vos enfants, c'est pas parce que vous passez des heures et des heures avec eux, si c'est pour ne pas avoir beaucoup de qualité dans le rapport, que ça avance les choses. Si vous passez moins d'heures, mais que le sachant, vous essayez que le contenu soit meilleur, c'est ce que j'appelle un meilleur rendement. Je n'aime pas évidemment le terme appliqué à ces choses-là, mais il faut se faire comprendre. Gérard, ton meilleur rendement, c'est quand ? Je suis un gros dormeur d'abord. Alors, je perds beaucoup de temps là. Bon, mais j'avais envie de dire trois choses, si je m'en rappelle. D'abord, je trouve que les engagements, ça donne une cohérence à la vie, et au fond, voilà, on se retrouve, on ne s'était pas vu depuis 15 ans peut-être. Voilà, donc il y a... Pour en finir, oui, ça prend pas forcément tant de temps que ça, parce que les choses qu'on a fait pour un côté, ça peut servir à un autre, et voilà. Enfin, et Saint-Eustache était un beau lieu de croisement pour ça, entre des attentes très diverses, et au fond, y compris spirituelles, et ça peut donner une certaine cohérence. La deuxième chose, je tiens à le dire, parce que surtout pour les curés, on parle beaucoup de don de soi. Alors, comme on n'a vraiment pas le temps de traiter le sujet, je vous invite à lire mon bouquin. Hein, mais moi, j'ai toujours dit, on donne ça et on garde ça, et voilà. Et donc, c'est pas vrai. Enfin, de quelqu'un qui n'aurait plus de temps pour sa vie personnelle, tout ça, ça me paraît pas très sensé, pas très équilibré. Puis la dernière chose, c'est, je crois qu'il ne faut pas voir les choses seulement en temps. Hein. Tout à l'heure, je disais que peut-être s'engager, c'est savoir, enfin, c'est que les autres doivent savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Alors ça peut être très petit, très petit. Quand des personnes arrivent, des fois, dans des associations où je traîne, je veux dire, qui disent que j'ai très peu de temps. C'est pas grave, parce qu'il peut y avoir un service très précis, mais par contre, il faut qu'il soit rendu. Il faut absolument qu'il soit rendu. Et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et pour représenter les étudiants, dites-leur, je suis avec des jeunes un peu plus jeunes que les étudiants, et je trouve qu'en ce moment, c'est vrai que le temps du partage, de l'intérêt pour les autres, même la politique, c'est pas ce qui saute à la vue immédiatement, alors qu'on peut, avec un tout petit temps, faire avancer beaucoup de choses. Enfin, ça me paraît important. Comme nous l'avons fait aujourd'hui, je crois, en prenant de notre temps de cerveau disponible pour discuter avec vous. Merci infiniment, c'est l'heure de conclure. Merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps, et bons engagements à tous.